Vous aimez les vidéos que je poste sur cette chaîne? Alors, mettez un like, abonnez-vous et surtout, activez la cloche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, les premiers retours que j'ai reçus de la dernière vidéo, celle qui portait sur la chronologie en fait de l'ébullition, montrent que la formule voix off que je vous ai proposée la dernière fois n'est pas très bien accueillie. Donc, j'ai décidé de repasser en face caméra, mais je vais profiter de cette vidéo en fait pour tester l'utilisation d'autres matériels. En l'occurrence, ici, je vais tester l'utilisation d'un prompteur. Voilà, donc comme pour les tests précédents, je vous invite à m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez, voilà, si ça vous convient, si vous trouvez ça agréable, ou en négatif également, hein. Dans tous les cas, n'hésitez pas non plus à me donner des conseils si vous en avez. Alors, dans la dernière vidéo de cours, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, et dont la fiche devrait apparaître ici en haut à droite de votre écran, nous avions débuté la série sur la distillation en nous intéressant à l'équilibre liquide-vapeur dans le cas d'un corps pur uniquement. Autrement dit, dans le cas d'un liquide qui était constitué uniquement d'un seul type d'entité chimique. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, hein, puisque en fait, on va considérer cette fois l'équilibre liquide-vapeur d'un mélange constitué de deux entités chimiques différentes. Alors, comme précédemment, donc dans la vidéo que je vous ai faite juste avant, la nature de ces constituants peut varier. Néanmoins, ici, on va considérer qu'on a affaire à des entités moléculaires, ce qui n'empêche pas que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui reste valide dans les autres cas. Et histoire de rendre les choses un peu plus concrètes, on va ici s'intéresser en fait au mélange eau-méthanol. Donc, on considère comme la dernière fois une bulle de liquide initialement entourée de vide. Sauf que cette fois, la bulle contient deux types de molécules différentes. Alors, nous allons nous intéresser par la suite à différentes compositions possibles de ce mélange, mais pour fixer les choses, le plus simple, c'est que nous commencions en fait par supposer que ce mélange contient simplement 50% de chaque type de molécule. Alors, ceux d'entre vous qui n'ont pas remarqué qu'il y avait un gros problème dans ma dernière phrase, vous retournez illico réviser vos cours de bilan de matière. Allez, hop! Je vous attends ici. Prenez le temps, allez-y, allez réviser. Ok, donc si vous êtes toujours là, c'est que vous avez identifié le problème. 50% en quoi? En masse, en volume, en nombre de molécules? Eh bien oui, parce que c'est important, hein. Cela ne correspond pas du tout au même système suivant le type de pourcentage que l'on exprime. S'il s'agit d'une fraction masse X, qui est le cas que nous allons considérer ici, alors 1 kg de mélange est constitué de 500 g d'eau et de 500 g de méthanol. S'il s'agit en revanche d'une fraction volumique, comme la masse volumique de l'eau est de 998 kg par mètre cube à 20 degrés Celsius, tandis que celle du méthanol est de 791 kg par mètre cube à la même température, alors 1 kg de mélange eau-méthanol à 50-50 en volume contient 558 g d'eau pour 442 g de méthanol. Enfin, s'il s'agit d'une fraction molaire, comme la masse molaire de l'eau est de 18 g par mol, tandis que la masse molaire du méthanol est de 32 g par mol, alors 1 kg de mélange eau-éthanol à 50-50 en mol contient 360 g d'eau pour 640 g de méthanol. Si vous ne me croyez pas sur parole, et vous avez totalement raison, je vous invite à refaire pause maintenant et à prendre le temps de refaire les calculs par vous-même. Et si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour les faire, hein, comme tout à l'heure, je vous invite à retourner voir votre cours sur les bilans de matière, puisque c'est typiquement le genre de calcul que nous y avons fait. Alors revenons maintenant à nos moutons, enfin à notre bulle de liquide perdue au milieu de son océan de vide. Alors, comme dans le cas du liquide pur, ce système est dynamique, et les molécules se promènent à l'intérieur de la bulle de liquide. Puis vient le moment tant attendu de l'arrivée de la molécule à la surface, et c'est là que tout change. Je vous avais en effet expliqué qu'une molécule se trouvant à la surface du liquide devait dans un premier temps collecter suffisamment d'énergie pour être ensuite à même de franchir la barrière de vaporisation qui était due à l'interaction attractive que cette molécule entretient avec ses voisines dans le liquide. Sauf qu'ici, une molécule d'eau n'entretient pas avec le liquide qui l'entoure les mêmes interactions qu'une molécule de méthanol. Pour le comprendre, je vous propose ici de considérer uniquement des interactions par paire de molécules. C'est évidemment restrictif par rapport à la réalité, mais ça permet tout de même de comprendre, grosso modo, qualitativement, de quoi il retourne.
Le fait que la température d'ébullition du méthanol soit de 65 degrés Celsius à pression atmosphérique alors que celle de l'eau est de 100 degrés Celsius à la même pression, traduit le fait que les interactions attractives au sein du liquide sont plus fortes dans le cas de l'eau que dans le cas du méthanol. Dit autrement, briser l'interaction attractive qui existe entre deux molécules d'eau nécessite plus d'énergie que de briser l'interaction attractive qui existe entre deux molécules de méthanol. Et il est fort probable que l'énergie nécessaire pour briser l'interaction attractive qui existe entre une molécule d'eau et une molécule de méthanol se trouve quelque part entre les deux. Quelles conséquences pour la molécule en instance de vaporisation? Eh bien, à voisinage identique à la surface, une molécule d'eau entretiendra des interactions attractives fortes avec les autres molécules d'eau et des interactions attractives moyennes avec les molécules de méthanol. A contrario, une molécule de méthanol entretiendra des interactions attractives moyennes avec les molécules d'eau et des interactions attractives plutôt faibles avec les autres molécules de méthanol. Rompre ces interactions qui lient les molécules à la surface du liquide sera donc moins coûteux énergétiquement pour une molécule de méthanol que pour une molécule d'eau. Dit autrement, pour une température donnée, une molécule de méthanol aura plus de facilité à se vaporiser qu'une molécule d'eau, ce qui se traduit statistiquement par le fait que le nombre de molécules de méthanol vaporisées par unité de temps à la surface du liquide est plus grande que le nombre de molécules d'eau vaporisées pendant le même laps de temps. Cette différence d'interaction entre les deux types de molécules à la surface du liquide a pour effet que lorsque l'équilibre liquide-vapeur est établi entre le liquide et la vapeur, la part de molécules de méthanol en phase gazeuse est supérieure à la part de molécules de méthanol en phase liquide. On observe donc, en généralisant, mais nous verrons par la suite qu'il existe des contre-exemples, que le composé le plus volatile est également celui qui est relativement plus présent en phase gazeuse qu'il ne l'est en phase liquide. Ce que nous venons ici de voir de manière qualitative peut être caractérisé de manière quantitative à l'aide de la loi de Raoult. Alors, pas le Raoult dont on entend beaucoup parler dans les médias actuellement, mais François-Marie Raoult qui a établi cette loi de manière empirique en 1882. Ce que dit cette loi, c'est que à l'équilibre, la pression partielle d'une entité chimique au-dessus d'un mélange est égale au produit de la pression de vapeur saturante associée à cette entité par la fraction molaire de l'entité dans le mélange liquide. Et pour rappel, la pression partielle d'une entité chimique en phase gazeuse est égale au produit de la pression totale du gaz dans lequel elle se trouve par sa fraction molaire dans ce gaz. Cette loi permet donc en particulier, dans le cas d'un mélange binaire comme celui que nous considérons ici, de prévoir la valeur de la fraction molaire de l'une des deux entités chimiques en phase gazeuse en fonction de sa fraction molaire dans la phase liquide. Mathématiquement, dans le cas du mélange eau-méthanol, si l'on s'intéresse en particulier au méthanol, la relation est la suivante. La fraction molaire du méthanol en phase gazeuse est égale à 1 divisé par 1 plus la pression de vapeur saturante de l'eau pure, divisé par la pression de vapeur saturante du méthanol pur, le tout multiplié par 1 sur la fraction molaire du méthanol en phase liquide, moins 1. Graphiquement, cela donne le résultat suivant. On place en abscisse la fraction molaire de méthanol en phase liquide et on reporte la fraction molaire du méthanol en phase gazeuse en ordonnée. En cas d'égalité des pressions de vapeur saturante pour l'eau et le méthanol, autrement dit si l'eau et le méthanol présentent la même volatilité, alors nous obtenons une droite, ce qui signifie que la fraction molaire du méthanol en phase gazeuse est à l'équilibre égale à sa fraction molaire en phase liquide, et ce, quelle que soit la composition du mélange liquide. Dans l'éventualité où la pression de vapeur saturante de l'eau est supérieure à celle du méthanol, autrement dit si l'eau est plus volatile que le méthanol, alors nous obtenons une courbe sous la droite précédente, ce qui signifie que, à l'équilibre, la fraction molaire de méthanol en phase gazeuse est inférieure à sa fraction molaire en phase liquide, et ce, toujours, quelle que soit la composition du mélange liquide. Enfin, dans l'éventualité où la pression de vapeur saturante du méthanol est supérieure à celle de l'eau, autrement dit si le méthanol est plus volatile que l'eau, alors nous obtenons une courbe au-dessus de la droite précédente, ce qui signifie que, à l'équilibre toujours, la fraction molaire de méthanol en phase gazeuse est cette fois supérieure à la fraction molaire en phase liquide, et ce, ça ne change pas, quelle que soit la composition du mélange liquide. Et c'est ce dernier cas, en fait, qui traduit la réalité expérimentale du mélange eau-méthanol. Bien, à présent que nous avons posé les éléments qui permettent de caractériser l'équilibre entre un mélange binaire et sa vapeur, nous allons nous intéresser au scénario de l'ébullition de ce mélange.
comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente pour le liquide pur. Et là, accrochez-vous à vos baskets. Le système que nous allons considérer ici est similaire à celui que nous avons utilisé dans le cas du liquide pur et que nous avons également traité en détail dans le cadre de l'exercice sur la chronologie d'une ébullition. Nous allons donc considérer un cylindre vertical parfaitement isolé et fermé dans sa partie basse qui contient le mélange binaire liquide auquel nous intéressons. Le liquide est initialement surmonté d'une rondelle mobile, étanche, parfaitement isolante et sans masse qui évite les échanges de matière et de transfert thermique entre le liquide et l'extérieur du cylindre. La pression appliquée sur la rondelle est maintenue égale à la pression atmosphérique et le liquide est chauffé à puissance constante par une résistance. Alors, on suppose évidemment que la température du liquide au début du scénario est nettement inférieure à sa température d'ébullition. La première partie du scénario est tout à fait identique à celle que nous avons construite dans le cas d'un liquide pur, à savoir que la température du liquide augmente de façon quasiment linéaire du fait de l'apport d'énergie correspondant au chauffage. Puis vient le moment de l'ébullition. Comme pour les liquides purs, cette dernière est atteinte lorsque la température est suffisamment élevée pour que la pression de vapeur saturante du mélange soit en mesure de compenser la pression appliquée sur la rondelle, autrement dit lorsque la pression de vapeur saturante devient égale à la pression atmosphérique. Une fois ce point atteint, la pression exercée par les vapeurs résultant de l'ébullition du mélange liquide va repousser la rondelle et la faire monter dans le cylindre. On se retrouve alors avec sous la rondelle le mélange liquide à l'ébullition et les vapeurs résultant de cette ébullition. Et c'est là que tout change par rapport au liquide pur. En effet, nous avons vu juste avant que les vapeurs résultant de l'ébullition d'un mélange au méthanol, quelle que soit sa composition, étaient plus riches en méthanol que ne l'était le mélange liquide, si bien que l'ébullition a libéré en phase gazeuse proportionnellement plus de méthanol que d'eau. Il en résulte que, au cours de cette même ébullition, le mélange liquide s'est appauvri en méthanol. Dit autrement, la fraction massique de méthanol dans le mélange liquide a diminué pendant l'ébullition. Ça va? Jusque-là tout va bien? Bon, n'hésitez surtout pas à faire une petite pause pour respirer un peu et éventuellement visionner à nouveau ce que je viens d'expliquer. C'est bon pour vous? Ça va aller? Alors c'est parti. Donc, nous venons de voir que l'ébullition provoque un appauvrissement du mélange liquide en méthanol. Or, d'après la loi de Raoult, à l'équilibre, la pression de vapeur saturante du mélange est égale à la somme des pressions de vapeur saturante des deux liquides purs multipliées par leurs fractions molaires respectives dans le liquide. À cela s'ajoute le fait que la pression de vapeur saturante de l'eau est, pour une même température, plus faible que celle du méthanol. Et nous venons de voir que la fraction d'eau dans le mélange liquide a augmenté pendant l'ébullition. Donc la pression de vapeur saturante associée au liquide a nécessairement diminué au cours de cette ébullition. Le système chimique en l'état se trouve donc à présent hors équilibre. Un retour à l'équilibre peut se faire soit par diminution de la pression de vapeur effective par condensation, soit par augmentation de la pression de vapeur saturante en augmentant la température. Il y a deux éléments à prendre en compte ici. D'une part, la condensation des vapeurs est exothermique et d'autre part, le système, qui est, je vous le rappelle, isolé thermiquement, est toujours soumis à un chauffage constant. Il en découle que le scénario qui l'emporte, ici, quoi qu'il arrive, est celui d'une augmentation de la température qui s'accompagne d'une augmentation de la pression de vapeur saturante associée au mélange liquide. Alors, évidemment, ce que je viens de vous décrire ici comme une succession d'événements de façon à mettre en lumière les différents moteurs du phénomène se déroule en réalité de manière totalement continue, macroscopiquement. Donc, ce que l'on observe au cours de l'ébullition du mélange, en fait, c'est de manière simultanée une diminution de la quantité de mélange liquide, un appauvrissement de cette phase liquide en méthanol, une augmentation de la température du système, une augmentation de la quantité de vapeur et, enfin, un ajustement de la composition de la phase gazeuse qui s'enrichit progressivement en eau. Maintenant, ce que je vous propose pour y voir un petit peu plus clair, c'est de représenter tout cela sous forme d'un schéma, comme je vous le propose très souvent. Un tel schéma est ce que l'on appelle un diagramme binaire. Bon, en fait, pour être exact, il s'agit d'un diagramme isobar représentant les caractéristiques de l'équilibre liquide-vapeur d'un mélange binaire. Mais comme c'est un peu long, je dirais juste diagramme binaire dans la suite de cette vidéo. Ce diagramme est bidimensionnel. Il comporte en ordonnée la température du système et en abscisse la fraction de l'un des constituants du mélange binaire. En général, il s'agit soit de la fraction molaire, soit de la fraction massique. Le choix dépend de l'usage qu'on souhaite en faire par la suite. Et en génie des procédés, on utilisera surtout le titre massique.
Pour le cas qui nous intéresse, je vous propose de choisir en abscisse la fraction de méthanol qui va donc de 0 pour l'eau pure à 1 pour le méthanol pur. Nous allons tout d'abord tracer sur ce diagramme la courbe représentant la température d'ébullition du mélange liquide en fonction de sa composition. Cette courbe va de 100 degrés pour une fraction nulle de méthanol à 65 degrés Celsius pour une fraction unitaire de méthanol. Puisque cette courbe représente la température d'ébullition associée à chaque composition possible du mélange binaire, elle porte le nom de... Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Courbe d'ébullition. C'est bon, vous suivez. Bon, nous allons ensuite tracer sur ce même diagramme, en utilisant le même axe des abscisses que précédemment, une seconde courbe qui indique pour chaque température d'ébullition possible la composition des vapeurs qui résultent de cette ébullition. Cette courbe porte le nom de courbe de Rosé. Bon, rassurez-vous, nous reviendrons sur cette appellation un petit peu plus tard. Alors, comme nous avons vu précédemment que la vapeur issue de l'ébullition est ici plus riche en méthanol que la phase liquide, cette nouvelle courbe se situe forcément sur la droite de la courbe d'ébullition. Notez que ces deux courbes possèdent en plus deux points communs. Il s'agit des fractions nulles et unitaire. Ça correspond en fait aux deux corps purs, l'eau pour la fraction nulle et le méthanol pour la fraction unitaire. Pour ces compositions, on retrouve en effet le même scénario d'ébullition que celui que nous avons vu précédemment, avec des vapeurs qui ont la même composition que le liquide, puisque c'est un corps pur, et une température qui reste invariante tout au long de l'ébullition. Bien, maintenant que nous avons tracé ce diagramme, il ne nous reste plus qu'à l'exploiter. Reprenons par exemple le mélange liquide-froid 50-50 que nous avons initialement considéré. Cet état particulier du système peut être représenté par un point sur ce diagramme. Le mélange liquide est tout d'abord chauffé, sa composition reste donc inchangée, mais sa température augmente. Le point qui caractérise le mélange liquide se déplace donc verticalement vers le haut sur le diagramme. Puis on atteint la courbe d'ébullition. Il apparaît alors, en plus de la phase liquide, une seconde phase, gazeuse, constituée des vapeurs issues de l'ébullition. La composition de cette phase gazeuse est obtenue grâce à l'abscisse du point de la courbe de Rosé qui se trouve à la même température que la phase liquide en ébullition. Comme je vous l'ai expliqué un peu avant, lorsque l'ébullition se poursuit, la température du système augmente. La quantité de liquide diminue, la quantité de vapeur augmente et le mélange liquide ainsi que la phase gazeuse s'appauvrissent tous les deux en méthanol. Cela se concrétise sur le diagramme par le fait que le point caractérisant la phase liquide se déplace progressivement au cours de l'ébullition vers les hautes températures, tout en suivant la courbe d'ébullition. Le point caractérisant la phase gazeuse, de son côté, se déplace également vers les températures hautes, exactement au même rythme que le point caractérisant la phase liquide, mais en suivant, cette fois-ci, la courbe de Rosé. Ce scénario se poursuit tout au long de l'ébullition, puis cesse lorsque la totalité du liquide a été vaporisée. À ce moment-là, l'intégralité du mélange binaire liquide initial se trouve sous forme gazeuse, si bien que la composition de la phase gazeuse est forcément identique à celle qui caractérisait initialement la phase liquide. Le point caractérisant la phase gazeuse se trouve donc à ce moment-là à la verticale du point qui caractérisait initialement la phase liquide, mais sur la courbe de Rosé. La dernière phase du processus correspond au chauffage de la phase gazeuse, dont la composition ne varie plus, et dont le point caractéristique sur le diagramme poursuit donc une trajectoire verticale vers les hautes températures. Il y a donc ici deux différences majeures par rapport à la vaporisation d'un liquide pur. 1. Les compositions des phases liquides et gazeuses changent pendant l'ébullition, alors qu'elles sont nécessairement constantes dans le cas d'un liquide pur. Et 2. La température du système augmente pendant l'ébullition, alors qu'elle est stable dans le cas d'un liquide pur. Et cette histoire de courbe de Rosé alors? Eh bien, reprenons le même scénario, mais dans l'autre sens. Autrement dit, partons du mélange gazeux chaud, puis soutirons-lui de l'énergie. Le mélange gazeux va refroidir, puis au bout d'un moment va commencer à condenser. Et bien cette condensation se produit lorsque le point caractéristique de la phase gazeuse sur le diagramme atteint la courbe de Rosé, d'où son nom en référence à la rosée du matin qui trouve ici son origine. Lorsque cette condensation se produit, la première goutte de liquide obtenue est moins riche en méthanol que ne l'est la phase gazeuse et son point caractéristique sur le diagramme se trouve à la même température que celle de la phase gazeuse, mais cette fois-ci sur la courbe d'ébullition. En résumé, on suit exactement le même chemin que celui suivi pendant l'ébullition, mais en sens inverse. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo, histoire de vous laisser digérer un petit peu ce gros morceau.
La prochaine vidéo sera un exercice portant sur le théorème des moments, et puis nous reprendrons ensuite les cours pour nous intéresser à la façon dont on peut cette fois-ci exploiter ce que nous venons de voir ici pour séparer les constituants du mélange en ébullition. Nous attaquerons donc à cette occasion la distillation à proprement parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!